Ils l'ont dit juste avant de disparaître dans la foule. Tu es un fardeau. C'est ainsi que ma fille et son mari m'ont laissée, seule, dans un coin d'un pays étranger, avec une glace fondante et un téléphone sans réseau. Sans mots, sans clé, sans excuse. J'ai attendu 8 heures sous la chaleur parisienne jusqu'à ce qu'un inconnu aimable m'offre son aide. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas supplié. J'ai juste passé un appel silencieux. De retour chez moi, j'ai contacté un avocat. Ce qu'ils ignoraient, c'était ceci. La maison où ils vivaient m'appartenait toujours légalement, et quand leur avion a atterri, ils ne rentraient pas chez eux, ils rentraient dans le néant. Et ils m'ont supplié pour le reste de ma vie. Pendant 43 ans, j'ai travaillé derrière le comptoir de l'agence de voyage Dupont et Associés, organisant les rêves des autres, pendant que les miens s'évaporaient comme de la vapeur. Chaque matin, à 7 heures précises, j'ouvrais l'agence avec mon café dans une tasse ébréchée qui disait « La meilleure maman du monde ». Un cadeau de Sophie, quand elle avait 8 ans et qu'elle croyait encore que je l'étais. Après la mort de Pierre, chaque centime que je gagnais était divisé en 3 parts. La survie, les économies pour Sophie et une petite boîte de café Lavazza où je gardais des pièces pour un jour. Ce jour n'est jamais venu. À la place, il y avait les factures médicales de Sophie, les mensualités de la voiture, la compte pour leur maison, les uniformes scolaires des enfants, 5 000 € pour leur mariage, 20 000 quand Julien a perdu son emploi. Ma boîte de café se vidait aussi vite qu'elle se remplissait. Je me souviens de la nuit où Sophie m'a appelée en pleurant parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre les vacances promises à Clara et Louis. « Les enfants méritent de voir le monde, maman », a-t-elle sangloté. « Pas comme nous, qui n'allons jamais nulle part. » Je ne lui ai pas rappelé que j'avais rêvé de voir Paris depuis mes 20 ans, que j'avais collectionné des cartes postales de la fontaine de Trévise pendant des décennies. Au lieu de cela, j'ai retiré les derniers 8 000 € de mon compte de retraite. « C'est parfait, maman, » m'a dit Sophie, en me prenant les billets d'avion. « Ce sera comme dans les films. » Mais quand elle m'a serré dans ses bras, son étreinte semblait vide, comme si elle enlaçait une obligation. L'aéroport d'Orly vibrait de l'énergie estivale des familles. Des valises entassées, des enfants courant entre les sièges, l'odeur du café et des croissants se mêlant à celle du kérosène. Je me tenais près de la porte d'embarquement, mon vieux sac serré contre ma poitrine, regardant Sophie organiser les documents familiaux avec cette efficacité nerveuse qu'elle avait héritée de moi. « Pourquoi as-tu apporté ce truc si laid ?» a lancé Clara, pointant mon sac avec ce mépris qu'elle avait perfectionné à 18 ans. « Clara » a murmuré Sophie, mais pas avec reproche, avec honte, comme si elle était d'accord mais trop polie pour le dire. « Ça va, ma chérie, » ai-je répondu, caressant le cuir usé. « C'est le même sac que j'avais quand ton grand-père et moi nous sommes mariés. » Il a une histoire. Julien a levé les yeux de son téléphone juste assez longtemps pour ricaner. Une histoire, bien sûr. Louis, mon petit-fils de 16 ans, m'a jeté un regard d'excuse avant de replonger dans ses écouteurs. Au moins, il avait encore un peu de décence. En attendant l'annonce de l'embarquement, j'ai osé demander « Avez-vous décidé ce que vous voulez voir en premier à Paris ?» Je connais des endroits magnifiques, pas dans les guides touristiques habituels. « Maman ?» a soupiré Sophie, comme si j'avais proposé quelque chose d'absurde. On a tout prévu. Julien a téléchargé une appli géniale, a ajouté Julien sans lever les yeux, avec des avis authentiques de gens qui savent de quoi ils parlent. Pas comme les vieilles agences de voyage. Moi, qui avais passé des décennies à étudier chaque recoin de la France, apparemment. J'ai souri et acquiescé, ravalant les mots qui voulaient en sortir. J'avais rêvé de ce moment. Marcher dans le Louvre avec mes petits-enfants, leur raconter les histoires lues dans des livres poussiéreux, partager enfin le monde que je n'avais connu qu'à travers des brochures et des fantasmes. Vol 4h27 à destination de Paris. Embarquement par zone. Sophie s'est redressée, se transformant en chef d'orchestre familial. Très bien, tout le monde. Clara, range ton téléphone. Louis, enlève tes écouteurs. Julien, as-tu les passeports ? Je suis restée en arrière pendant qu'ils se mettaient en formation parfaite. Sophie devant, les enfants sur les flancs, Julien fermant la marche.
On aurait dit une famille de magazines, lisse et coordonnée. Un instant, je me suis demandé où était ma place dans cette image. « Madeleine, viens ici », m'a appelée Sophie, mais sa voix avait cette tension que je reconnaissais des années de conversation, notant comment ses épaules se crispaient quand je rejoignais le groupe. En avançant dans le tunnel d'embarquement, j'ai entendu des bribes de conversation entre Sophie et Julien. Assez basses pour être discrètes, mais assez fortes pour que je les capte. « Je ne sais pas pourquoi elle devait venir », chuchotait Sophie. « Ce ne sont que 2 semaines, » répondait Julien. « Les photos vont être gâchées avec ils se sont tus quand je me suis rapprochée, mais le mal était fait. » Les mots flottaient dans ma tête comme un poison. « Les photos vont être gâchées ? Avec quoi ? Avec moi ? » Dans l'avion, j'étais au milieu de la rangée arrière, tandis que la famille s'installait 3 rangées devant. « Pour que tu aies plus de place pour les jambes, maman !» avait expliqué Sophie avec ce sourire éclatant et creux qu'elle utilisait quand elle mentait. L'espace pour les jambes en classe économique était le même partout, mais je n'ai rien dit. Pendant les 8 heures de vol, j'ai observé les têtes de ma famille bouger et s'incliner en conversation. Clara prenait des selfies avec le hublot en fond. Louise partageait ses écouteurs avec Julien, riant tous deux à quelque chose sur l'écran. Sophie rangeait et re-rangeait le contenu de son sac avec cette méticulosité obsessionnelle qu'elle avait quand elle était nerveuse. Moi, j'ai sorti mon livre, un guide de Paris, acheté en 1927, relu tant de fois que les pages se détachèrent de la reliure. Je traçais des itinéraires du bout du doigt tandis que l'avion survolait l'Atlantique. La cathédrale Notre-Dame à l'aube, avant l'arrivée des foules, le Marais au crépuscule, quand les rues pavées brillaient d'or, la fontaine Médicis à minuit quand elle n'appartenait qu'aux rêveurs et aux romantiques attardés. Peut-être cette fois, ai-je pensé, ce serait différent. Peut-être, loin des routines et des pressions de la maison, nous pourrions être une vraie famille. Peut-être Sophie se souviendrait-elle pourquoi elle voulait que je vienne. Quand le pilote a annoncé notre descente vers Paris, j'ai ressenti un mélange étrange d'anticipation et d'appréhension. Par le hublot, la ville lumière s'étendait comme une carte dépliée, ancienne et dorée sous le soleil matinal. 46 ans après avoir rêvé de ce moment, j'étais enfin là. Je ne savais pas alors qu'en 3 jours, je serais seule dans un coin parisien, tenant une glace fondante, me demandant comment l'amour d'une mère pouvait si facilement devenir un fardeau. L'avion a atterri en douceur et Sophie s'est tournée vers moi pour la première fois en heures. « Bienvenue à Paris, maman », a-t-elle dit, et pendant un instant, son sourire semblait sincère. J'aurais dû savoir que les sourires les plus dangereux sont ceux qui paraissent réels. Le sourire de Sophie s'est évanoui dès que nous sommes sortis de l'aéroport. La réalité de Paris, la chaleur, les foules, le chaos de la circulation, l'a frappée comme une gifle. En attendant le taxi, je l'ai vu vérifier son téléphone de manière obsessionnelle, comparant les photos prises à l'aéroport à un standard invisible dans son esprit. « Ce filtre Instagram ne va rien arranger », a-t-elle marmonné, regardant un selfie familial où j'apparaissais en arrière-plan, souriante. Les 2 premiers jours ont été une danse prudente d'inclusion superficielle et d'exclusion subtile. Au petit déjeuner à l'hôtel, Sophie arrangeait les chaises pour que je sois légèrement à l'écart du groupe principal. Au Louvre, quand j'ai tenté de partager une anecdote sur les peintures de la Renaissance lues dans mon guide, Julien m'a interrompu pour montrer une vidéo TikTok sur le même sujet. « C'est plus divertissant que les vieux livres. »« Non » a-t-il dit, et tous ont ri, sauf moi. Louis m'a lancé un autre de ses regards d'excuses, mais il n'a rien dit. À 16 ans, il avait déjà appris que la loyauté familiale avait un prix. Le 3e jour s'est levé étouffant. Paris en juillet était une fournaise, et à 11 heures, quand nous sommes arrivés à la place du Trocadéro, l'air vibrait de chaleur. Les foules se déplaçaient comme des rivières humaines, touristes avec des appareils photos et vendeurs ambulants criant en 6 langues. « Pouvons-nous prendre les photos de famille maintenant ?» a demandé Sophie, sortant que son téléphone. La lumière est parfaite. Ils se sont positionnés automatiquement. Sophie et Julien au centre, Clara et Louis sur les côtés.
Je restais à quelques mètres, attendant d'être incluse. « Maman, peux-tu prendre la photo ?» Sophie m'a tendu son téléphone. Bien sûr, la photographe familiale. Jamais la famille photographiée. J'ai pris une douzaine de photos sous différents angles pendant qu'il posait avec des sourires de plus en plus travaillés à chaque clic. Quand j'ai fini, Sophie a examiné chaque image avec la concentration d'un éditeur professionnel. « Parfait », a-t-elle murmuré enfin. « On a des photos qu'on peut utiliser », a suggéré Louis, le seul qui semblait se souvenir de mon existence. Sophie a hésité, son sourire vacillant une seconde avant de se ressaisir. « Bien sûr, une rapide. » Je me suis jointe au groupe, sentant immédiatement comment il se réajustait pour faire de la place, mais avec cette raideur qui suggérait que ma présence perturbait leur géométrie parfaite. Un touriste aimable s'est proposé pour prendre la photo. « Souriez !» a-t-il crié, mais quand j'ai regardé Sophie, j'ai vu que son sourire n'atteignait pas ses yeux. C'était la même expression qu'elle avait eue aux funérailles de Pierre. Appropriée, mais vide de sentiments réels. Après les photos, Sophie a annoncé qu'elle voulait une glace. Nous avons trouvé une petite boutique de glace dans une rue latérale et je me suis proposée pour payer pour tout le monde. Un réflexe après des décennies d'être le portefeuille familial. Pistache, ai-je commandé, me souvenant que Pierre disait toujours qu'il voulait goûter une vraie glace à la pistache en France un jour. Pendant que nous attendions nos commandes, j'ai remarqué que Sophie et Julien échangeaient des regards. Pas ceux d'un couple amoureux, mais quelque chose de plus conspirateur, de plus urgent. « Il fait trop chaud, » a dit Sophie, s'éventant avec une serviette. « Et si on se séparait un moment ? Les enfants et moi pouvons faire du shopping. Et vous deux, » elle m'a regardée. « Puis Julien, vous pouvez trouver un endroit ombragé pour vous reposer. » « En fait, » a interrompu Julien, « je crois que je vais avec vous. » « Madeleine, ça te dérange d'attendre ici ? On peut se retrouver plus tard. » Une sensation froide s'est installée dans mon estomac, mais j'ai acquiescé. « Bien sûr. Où nous retrouvons-nous ? » « On t'envoie un message, » a dit Sophie rapidement, « quand on saura où on sera. » Ils m'ont donné ma glace à la pistache et sont partis, disparaissant dans la foule avec une rapidité qui semblait répétée. Je suis restée sur le trottoir, tenant mon cornet, me demandant pourquoi je me sentais comme si je venais d'être licenciée d'un emploi. 1 heure a passé, 2. La glace a fondu et je l'ai jetée dans une poubelle. Je vérifiais mon téléphone obsessivement, mais aucun message n'arrivait. J'ai essayé d'appeler Sophie, mais l'appel est allé directement sur messagerie. Le soleil a bougé dans le ciel, les ombres ont changé de direction, et je restais là, comme un lampadaire humain. Les touristes passaient, certains me lançant des regards curieux, une femme âgée, seule, visiblement perdue. À 16 heures, un message est enfin arrivé. Je l'ai lu 3 fois avant que les mots ne s'enfoncent vraiment. « Rentre à l'hôtel. Tu es un fardeau. » C'était tout, pas d'explication, pas d'excuses, pas d'indication de leur destination ou de leur retour. Juste ces 5 mots qui coupaient plus profondément qu'une insulte directe. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce qu'il s'éteigne, mon reflet fantomatique superposé au message. Un fardeau, après 43 ans à travailler pour les soutenir, après avoir vidé mes économies pour leur offrir ces vacances, après avoir élevé leurs enfants quand ils avaient besoin de temps pour eux, j'étais un fardeau. J'ai essayé de rentrer à l'hôtel, mais les rues de Paris étaient devenues un labyrinthe. Chaque ruelle se ressemblait, chaque fontaine semblait identique. Mon téléphone n'avait pas de réseau et quand j'en ai enfin trouvé, j'ai découvert que je n'avais pas activé les données internationales. À 18 heures, j'étais assise dans un café, près de la fontaine Médicis, l'endroit dont j'avais rêvé pendant des décennies. Mais au lieu de faire un vœu en jetant une pièce, je pleurais silencieusement dans une serviette en papier pendant que le serveur me lançait des regards compatissants. « Madame !» s'est approché un homme d'âge moyen avec un tablier taché de café. « Ça va ?» Je ne parle pas beaucoup français, ai-je admise en anglaise hésitant. « Ah, anglais, pas de problème, » a-t-il répondu avec un sourire sincère, sans l'impatience que j'avais vue sur tant de visages ce jour-là. « Je m'appelle Antoine. Puis-je vous aider ?» Et c'est ainsi que j'ai raconté à un étranger ce que je ne pouvais pas m'avouer à moi-même.
que ma propre famille m'avait abandonnée dans une ville étrangère, qu'ils m'avaient traité de fardeau, que j'étais perdue, dans plus de façons que je ne pouvais en compter. Antoine a écouté sans m'interrompre, hochant la tête de temps en temps, ses yeux bruns pleins d'une compréhension que je ne m'attendais pas à trouver à des milliers de kilomètres de chez moi. Ma grand-mère disait toujours que la famille, ce n'est pas le sang, a-t-il dit enfin. C'est ceux qui restent quand les choses deviennent difficiles. J'ai regardé la fontaine, où les touristes riaient et prenaient des photos, jetant des pièces et faisant des vœux qui peut-être se réaliseraient. Pour la première fois, j'ai envisagé que, peut-être, j'avais investi mon amour dans les mauvaises personnes, a demandé Antoine doucement. J'ai sorti la clé de la chambre d'hôtel de mon sac, puis je me suis souvenu que Sophie avait tout réservé sous son nom. Pouvais-je être expulsée ? J'avais payé pour une chambre où je n'étais plus la bienvenue. Oui ? Ai-je menti, car la vérité était trop humiliante à admettre. Mais Antoine me connaissait mieux que je ne me connaissais moi-même. « Venez, a-t-il dit, on va arranger ça. » En marchant dans les rues pavées vers l'hôtel, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas senti depuis des années. Quelqu'un était de mon côté. C'était une sensation étrange, libératrice, comme retirer des chaussures trop serrées après une longue journée. Je ne savais pas alors que, dans moins de 24 heures, je passerais un coup de fil qui changerait tout, que la femme qu'ils avaient abandonnée comme un fardeau deviendrait leur pire cauchemar. Mais pour l'instant, je marchais dans les rues de Paris avec un étranger aimable, comprenant enfin que, parfois, il faut se perdre complètement pour découvrir qui on est vraiment. Antoine avait raison à propos de l'hôtel. À la réception, l'employé m'a regardé avec cette expression d'excuse professionnelle que je reconnaissais de mes années dans le service client. « Madame Dubois, je crains que la réservation ne soit au nom de Madame Lefebvre, et elle… Eh bien, elle m'a demandé de vous informer que votre séjour est terminé. » Les mots flottaient comme une fumée toxique. Sophie avait appelé l'hôtel pour s'assurer que je ne puisse pas rester. Non seulement ils m'avaient abandonnée dans les rues, mais ils avaient planifié de me laisser sans abri. « Je comprends, » ai-je dit avec un calme qui m'a surprise. 43 ans, à servir des clientes difficiles, m'avaient appris à garder mon sang-froid quand le monde s'effondrait. Antoine s'est adressé à l'employé en français rapide, ses gestes devenant plus animés à chaque phrase. Je ne comprenais pas les mots, mais je reconnaissais le ton. Celui que j'utilisais quand je défendais un client contre une charge injuste ou une politique absurde. « Mon cousin a un petit appartement au-dessus du café, » m'a expliqué Antoine. « Il est en Angleterre pour l'été. Vous pouvez y rester ce soir. Demain, on verra quoi faire. » « Je ne peux pas accepter la charité. » Ai-je protesté, mais ma voix s'était brisée. « Ce n'est pas de la charité, » a répliqué Antoine avec un sourire. C'est de l'hospitalité française. Très différent. Cette nuit-là, assise dans un petit appartement qui sentait le café et le basilic, avec Paris s'étendant comme une mer de lumière dorée par la fenêtre, j'ai pris la première vraie décision depuis des années. J'ai sorti mon téléphone et cherché un numéro que j'avais en favori, mais que je n'utilisais presque jamais. Claire Martin, ma seule vraie amie. La seule personne restée dans ma vie après la mort de Pierre. Quand je n'étais plus qu'une ombre de moi-même, existant pour résoudre les problèmes de Sophie. Le téléphone a sonné 3 fois avant qu'elle ne réponde, avec cette voix directe que je reconnaissais de nos années universitaires. « Madeleine, qu'est-ce que tu fais à m'appeler à 2 heures du matin ? Ça va ? Claire. » Ai-je commencé, puis je me suis arrêtée. Comment expliquer que votre propre famille vous a jeté comme une ordure ? Comment admettre que j'avais été si aveugle, si désespérément en quête d'amour, que j'avais laissé faire ? Madeleine, tu me fais peur. Qu'est-ce qui se passe, c'est… Aussi, je lui ai tout raconté. L'abandon, le message, l'expulsion de l'hôtel. Claire a écouté sans m'interrompre, et quand j'ai fini, il y a eu un long silence, rempli seulement par le son de sa respiration contrôlée. « Cette petite garce », a-t-elle murmuré enfin. Et malgré tout, j'ai ri. C'était la première fois que je riais en 3 jours. « Claire, j'ai besoin de te poser une question sur la maison. » « Quelle maison ? Celle de Sophie. Techniquement, elle est toujours à moi, non ? Quand Pierre est…
Morte, je l'ai héritée. Quand Sophie s'est mariée, je l'ai mise à son nom pour les presses, mais tu n'as jamais transféré complètement l'acte, a complété Claire. Je m'en souviens. Tu m'en as parlé il y a 5 ans. Tu disais que c'était intelligent de garder ton nom sur les papiers, au cas où. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Ça signifie, Pélé, ma chère amie, que techniquement, tu es copropriétaire de cette maison. Et en tant que copropriétaire, tu as des droits. Beaucoup de droits. Comme quoi, le sourire de Claire était audible à travers le téléphone. Comme le droit de la vendre. Je suis restée silencieuse, assimilant les implications. Pendant 5 ans, j'avais payé discrètement une partie de l'hypothèque de Sophie, me disant que c'était un investissement dans l'avenir de mes petits-enfants. Je n'avais jamais pensé que ça pourrait être un investissement dans ma propre liberté. Claire, hypothétiquement, que se passerait-il si je lui donnais une chance d'acheter ta part? Mais si elle ne peut pas... Claire a fait une pause dramatique. La maison a été mise sur le marché. Et combien de temps ça prendrait? Avec le marché actuel dans cette zone de Bordeaux, on pourrait avoir des offres en 1 semaine. J'ai fermé les yeux, revoyant le visage de Sophie quand elle avait envoyé ce message. Tu es un fardeau. 5 mots qui avaient brisé 40 ans de maternité inconditionnelle. Claire, je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Dis-moi. Je veux que tu lances le processus de vente demain matin. Il y a eu une autre pause, plus longue. Madeleine, tu es sûre? Une fois qu'on commence, il n'y a pas de retour en arrière. Sophie va quoi? Me traiter pire qu'elle ne l'a déjà fait? M'abandonner dans d'autres villes étrangères? Claire a soupiré. Tu as raison. D'accord, je m'en occupe. Mais d'abord, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Quoi? J'ai besoin que tu restes place à Paris au moins 1 semaine de plus. Je ne veux pas que tu sois là quand ça va exploser. Et franchement, après ce que tu m'as raconté, je pense que tu as besoin de temps pour découvrir qui tu es quand tu n'es pas en train de sauver des gens qui ne le méritent pas. J'ai regardé par la fenêtre les lumières de Paris, pensant aux décennies perdues à rêver de cet endroit. D'accord. Parfait. Oh, et Madeleine? Oui? Je vais aussi annuler tous les virements automatiques de tes comptes vers ceux de Sophie. S'ils veulent te traiter comme une étrangère, qu'ils vivent comme des étrangers. Après avoir raccroché, je suis restée éveillée jusqu'à l'aube, regardant la ville s'éveiller lentement. Les vendeurs installant leurs étals, les travailleurs marchant vers leurs bureaux, la vie continuant avec cette belle et banale normalité que j'avais oubliée. Pour la première fois en des années, je n'ai pas pensé à ce dont Sophie avait besoin, ni à comment résoudre le dernier problème de Julien, ni à si j'avais assez d'économies pour la prochaine crise familiale. À la place, j'ai pensé à moi. Quand avais-je fait quelque chose juste parce que je le voulais? Quand avais-je pris une décision sans considérer d'abord son impact sur Sophie? Je ne m'en souvenais pas, et cela, plus que tout, m'a convaincu que je faisais le bon choix. À 8 heures, Antoine a frappé doucement à la porte, avec du café et des croissants frais. « Comment avez-vous dormi, Madame Madeleine ?»« Madeleine, l'ai-je corrigé, et j'ai dormi mieux que depuis des années, bene. Et quels sont vos plans aujourd'hui ?» J'ai souri, savourant l'étrange et merveilleuse sensation de ces mots, mes plans. Pas ceux de Sophie, pas ce qu'elle avait besoin que je fasse, mais les miens. Je crois, ai-je dit lentement, que je vais visiter la Sainte-Chapelle. J'ai toujours voulu la voir quand il y a moins de monde. Ah, une femme de goût. Je connais le gardien à l'entrée. Je peux vous obtenir des billets pour demain matin avant l'ouverture au public. Vraiment? Vous feriez ça? Antoine s'est contenté de hausser les épaules avec cette élégance désinvolte que seuls les Français maîtrisent. Bien sûr, les amis s'entraident, amis. Quand quelqu'un m'avait-il appelé ami, pas par formalité mais comme un fait simple et magnifique? Alors qu'Antoine descendait préparer le café, j'ai reçu un message de Claire. Processus lancé. La maison sera sur le marché avant la fin de la semaine. Que Dieu aide Sophie. Je me suis adossée à ma chaise et j'ai souri. Quelque part au-dessus de l'Atlantique, ma famille rentrait chez elle, probablement en riant de la facilité avec laquelle ils s'étaient débarrassés du vieux fardeau. Ils n'avaient aucune idée que ce fardeau était sur le point de devenir leur pire cauchemar.
3 jours plus tard, Claire m'a appelée. Sa voix mêlant satisfaction professionnelle et inquiétude personnelle. « Madeleine, tu dois savoir ce qui se passe ici. Il y a du nouveau. »« Oh, il y a du nouveau ?» Sophie a appelé mon bureau 17 fois depuis hier. Ma secrétaire a fini par lui dire que si elle rappelait encore 100 rendez-vous, nous envisagerions une ordonnance restrictive. J'ai imaginé Sophie, toujours si contrôlée, perdre son sang-froid dans le bureau de Claire. Pour une raison quelconque, cette image ne m'a pas causé l'angoisse attendue. À la place, j'ai ressenti quelque chose qu'il m'a fallu un moment pour reconnaître. De la satisfaction. Que s'est-il passé exactement ? Eh bien, ils sont arrivés de l'aéroport hier après-midi pour trouver des panneaux de vente collés sur leurs portes. Apparemment, Julien s'est littéralement évanoui. Les voisins ont dû aider Sophie à le relever de la pelouse. Malgré tout, j'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Vraiment ? Il s'est évanoui comme une dame victorienne ? Et ce n'est pas le meilleur. Quand Sophie a essayé d'utiliser sa carte pour acheter des courses hier soir que tu avais mis en place ont été annulés, bien sûr. Mais apparemment, elle n'a jamais pris la peine de comprendre d'où venait vraiment l'argent. Tu veux dire qu'elle ne savait pas que je payais la moitié de leurs dépenses ? Il semble que Julien lui ait dit, il y a 2 ans, qu'il avait décroché un boulot de consultant. Il a utilisé ton argent pour maintenir le mensonge qu'il contribuait financièrement. Les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler, formant une image macabre. La confiance retrouvée de Julien, son attitude condescendante envers moi, la manière dont Sophie avait commencé à me traiter comme un poids plutôt qu'une bouée de sauvetage. Il vivait de mon argent tout en se convainquant que je ne valais rien. Claire, y a-t-il des offres pour la maison ? 3, et c'est seulement le 2e jour sur le marché. Une est au-dessus du prix demandé. Les acheteurs ont vu les photos et veulent conclure rapidement. Combien de temps leur donnerions-nous pour racheter ma part ? Je les ai officiellement notifiés. Ils ont 30 jours pour obtenir un financement pour ta part, qui, avec la valeur actuelle du marché, représente environ 400 000 €. C'était plus d'argent que je n'en avais jamais vu et Sophie devrait le trouver en 1 mois ou perdre la maison qu'elle considérait comme acquise. Ils ne vont pas y arriver, n'est-ce pas ? Pas avec l'historique de crédit de Julien et sans ton soutien financier. Les banques ne prêtent plus comme avant, surtout pas à un homme de 42 ans, au chômage depuis 3 ans. Après avoir raccroché avec Claire, je suis partie me promener dans le Marais. Les rues pavées brillaient sous le soleil de l'après-midi, et je me suis arrêtée dans une petite église où les bougies scintillaient comme des étoiles tombées. Je n'avais pas vraiment prié depuis les funérailles de Pierre, mais ce jour-là, j'ai allumé une bougie et murmuré une prière qui m'a surprise moi-même. Je n'ai pas prié pour le pardon de Sophie, ni pour une réconciliation familiale, ni pour que les choses redeviennent comme avant. J'ai prié pour la force de tenir bon quand Sophie finirait par me contacter, car je savais qu'elle le ferait. L'appel est arrivé ce soir-là, juste alors que je dînais de pâtes à la sauce tomate sur le petit balcon d'Antoine. Le téléphone a vibré si fort qu'il a failli tomber de la table. Maman, la voix de Sophie était brisée, méconnaissable. « Maman, s'il te plaît, réponds. » J'ai laissé l'appel aller sur messagerie, puis un autre message est arrivé et encore un autre. « Maman, je ne comprends pas ce qui se passe. Claire dit que tu vas vendre la maison. Ça doit être une erreur. Maman, s'il te plaît, les enfants se sont perturbés. » Clara pleure. « Peux-tu au moins nous expliquer ce qui se passe ? » Maman, je sais ce que tu es en colère pour Paris, mais c'est trop. On peut t'en parler comme des adultes. Ce dernier message m'a fait rire à haute voix. Des adultes. Comme si abandonner sa mère de 73 ans dans un pays étranger était un comportement d'adulte. Le 4e message est arrivé 1 heure plus tard et le ton avait changé. Madeleine, je ne suis plus maman. Il faut que tu appelles ton avocate et que tu arrêtes cette folie immédiatement. Tu ne peux pas faire ça, c'est notre maison. Nos enfants ont grandi ici. Nos enfants, pas mes petits-enfants, que j'avais aidés à élever et à soutenir. Nos enfants, comme si j'étais une étrangère qui s'était immiscée dans leur vie parfaite. Le 5e message est arrivé à minuit. D'accord, Madeleine. Je suppose que tu penses que c'est une sorte de vengeance pathétique, mais tu fais du mal à des innocents.
Clara doit expliquer à ses amis pourquoi il y a des panneaux de vente sur la maison. Louis ne dort plus. Si tu veux me punir, fais-le, mais ne punis pas les enfants. Les enfants. Les mêmes enfants qui avaient participé à mon humiliation à Paris. Clara qui avait dit que mon sac gâcherait ses photos. Louis qui était resté silencieux pendant qu'il m'abandonnait, mais ce message m'a troublé plus que les autres, car il contenait une part de vérité. Les enfants étaient aussi des victimes. Victimes de parents qui leur avaient appris que l'amour était conditionnel, que la famille était une transaction économique, que certaines personnes comptaient plus que d'autres. J'ai presque rappelé. Presque. À la place, j'ai écrit un texto, un seul, soigneusement formulé. Sophie, ne me contacte plus. Quand tu as décidé que j'étais un fardeau, tu as perdu le droit à mon aide, mon argent et mon inquiétude. Claire gère désormais tous les aspects légaux. Madeleine. La réponse est arrivée en quelques secondes. Madeleine ? Qui est-ce Madeleine ? Tu es ma mère ? Mais j'avais déjà éteint le téléphone. Le lendemain, Antoine m'a emmené à la Sainte-Chapelle comme promis. Nous sommes arrivés avant l'ouverture au public, quand les touristes n'étaient qu'un murmure chapelle extraordinaire, entouré de vitraux qui scintillaient comme des joyaux. J'ai levé les yeux vers les voûtes. « C'est magnifique, n'est-ce pas ?» a chuchoté Antoine. « Oui, » ai-je répondu, mais je ne regardais pas seulement l'art. Je pensais à la création en général, à comment, parfois, il faut tout détruire pour créer quelque chose de nouveau, à comment même Dieu avait dû séparer la lumière des ténèbres avant de faire quelque chose de beau. Mon téléphone a vibré dans mon sac, sans doute un autre message de Sophie, mais pour la première fois en 40 ans, je n'ai pas ressenti l'impulsion automatique de répondre à son appel. À la place, je suis restée dans la Sainte-Chapelle, une femme de 73 ans qui apprenait enfin la différence entre être nécessaire et être valorisée. Et pour la première fois en des décennies, j'ai aimé la femme que je découvrais. 3 semaines après l'appel désespéré de Sophie, j'étais assise dans une classe de français. Pour étranger près du Panthéon, luttant avec les verbes pronominaux et riant de mes propres erreurs. À côté de moi, une Allemande de 60 ans, nommée Hélène, conjuguait les verbes avec la précision d'un métronome, tandis qu'un jeune Australien nommé Marc mélangeait français et anglais d'une manière qui faisait rire même la professeure. « Madeleine, très bien !» a exclamé Madame Bisset quand j'ai enfin réussi à former une phrase complète sur l'endroit où j'avais vécu avant Paris. « Vous progressez rapidement. » Madeleine. Pas Maggie, pas maman, pas grand-mère. Juste Madeleine, un nom que j'avais presque oublié m'appartenir. Après le cours, Hélène m'a invitée à prendre un café. Nous avions développé une amitié facile, basée sur notre statut commun de femme âgée découvrant une liberté tardive. Elle avait vendu sa maison à Berlin après que ses enfants adultes lui eurent dit qu'elle était trop vieille pour vivre seule. « As-tu des nouvelles de ta famille ?» m'a-t-elle demandé en attendant nos cappuccinos. Claire me tient informée, ai-je admis. La maison s'est vendue la semaine dernière. Sophie et Julien ont dû emménager chez la sœur de Julien. Et comment te sens-tu ? C'était une question que je me posais chaque matin au réveil. Au début, je m'attendais à ressentir de la culpabilité, cette vieille compagne maternelle. Mais quand je cherchais cette sensation familière, je ne trouvais qu'un calme étrange et libérateur. Soulagée, ai-je dit enfin. C'est terrible à l'admettre, mais je me sens soulagée. Hélène a hoché la tête avec compréhension. Quand mes enfants m'ont dit que je devais vendre ma maison et aller dans une maison de retraite, au début, je me suis sentie trahie. Mais maintenant, en voyant ma vie ici, je réalise qu'ils m'ont rendu service. Ils m'ont forcée à découvrir qui j'étais sans eux. Cet après-midi-là, je suis rentrée dans le petit appartement que j'avais loué avec une partie de l'argent de la vente de la maison. Ce n'était pas grand, une chambre, une petite cuisine, un balcon donnant sur une rue calme du Marais, mais c'était à moi, entièrement, absolument à moi. Pour la première fois de ma vie adulte, je n'avais pas à consulter qui que ce soit sur la couleur des rideaux ou si je pouvais me permettre de changer les meubles. J'avais accroché une photo de Pierre sur la table de nuit, mais pas les photos de famille que j'avais transportées pendant des décennies. À la place, les murs affichaient des photos que j'avais prises. L'aube sur la Seine,
des enfants jouant au foot dans un square, Antoine souriant en préparant du café. Des photos de ma nouvelle vie, prises par moi, pour moi. Mon téléphone était silencieux, depuis des jours. Sophie avait cessé d'appeler après que Claire lui eut dit officiellement que toutes les affaires futures devaient passer par elle. Mais cet après-midi-là, alors que je préparais un dîner simple de pâtes et de salade, il a sonné avec un numéro inconnu. Grand-mère. La voix était timide, jeune, Louis. Mon cœur a fait un bond, mais j'ai gardé ma voix calme. Bonjour, Louis. J'ai eu le numéro de tante Catherine. Maman ne sait pas que je t'appelle. Bien sûr qu'elle ne le savait pas. Sophie n'avait jamais permis à ses enfants d'avoir des relations indépendantes avec moi, toujours en intermédiaire, contrôlant chaque interaction. « Comment vas-tu, mon chéri ?» Il y a eu une longue pause, lourde de choses non dites. Confus, je crois. Maman dit que... Elle dit que tu es devenue folle, que tu as vendu notre maison par dépit. Et toi, qu'en penses-tu ? Une autre pause. Je pense que maman ne dit pas toute la vérité. Elle ne le fait jamais. C'était la première fois que j'entendais Louis remettre en question ses parents, et quelque chose dans mon cœur s'est adouci. Louis, ce qui s'est passé à Paris... Je sais, m'a-t-il interrompu. Je sais c'est que c'était mal. Je voulais dire quelque chose, mais j'avais peur que papa ne se fâche contre moi aussi, mon argent Julien, pendant des années, tout en traitant mon petit-fils comme un subordonné. Est-ce que tu vas bien ? As-tu un endroit sûr où vivre ? On n'est que tante Isabelle. C'est gênant. Elle et maman ne s'entendent pas, et Clara est furieuse parce qu'elle a dû changer d'école. Clara, la petite fille qui avait dit que mon sac gâcherait ses photos parfaites. Pendant un instant, j'ai ressenti une pointe de l'instinct protecteur familial. Puis je me suis souvenu de son visage méprisant à Paris, et la pointe s'est évanouie. « Et toi, Louis, comment vas-tu vraiment ?» Effrayé, a-t-il admis. Tout a changé si vite. Un jour, on était une famille normale, et le lendemain, tout s'est effondré. Mais aussi, je me sens mal pour ce qu'on t'a fait à Paris. Je veux dire, ce n'était pas bien. C'était l'excuse que j'attendais sans savoir que j'en avais besoin. Merci de le dire, Louis. Vas-tu revenir un jour ? La question flottait comme de la fumée. Reviendrai-je ? Pendant des semaines, j'avais vécu au jour le jour, sans penser au-delà de mon prochain cours de français ou de ma prochaine promenade dans les rues pavées. Mais la question de Louis m'a forcé à envisager l'avenir. Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Pour l'instant, j'apprends à être heureuse ici. Es-tu heureuse ? C'était une question que personne ne m'avait posée depuis des années. Étais-je heureuse ? J'ai pensé à mes matins, à prendre le café avec Antoine, mes après-midi au club de photographie que j'avais trouvé, mes soirées à lire sur mon petit balcon pendant que Paris s'endormait autour de moi. Oui, ai-je dit, surprise par la certitude dans ma voix. Je crois que je suis plus heureuse que je ne l'ai été depuis longtemps. Je suis content, a dit Louis, et il semblait sincère. Grand-mère Madeleine, je suis désolée pour tout. Après avoir raccroché, je suis restée sur mon balcon, regardant les lumières s'allumer dans toute la ville. Paris la nuit était un musée vivant, chaque bâtiment une histoire, chaque rue un poème écrit dans la pierre et le temps. J'ai pensé à Louis, probablement caché dans un coin de la maison de sa tante, risquant la colère de ses parents, juste pour s'excuser. C'était le premier signe que, peut-être, tout n'était pas perdu, que la prochaine génération avait peut-être appris la différence entre amour et obligation. Mon téléphone a vibré avec un message. Merci de m'avoir parlé. Je vais t'écrire une vraie lettre bientôt. Je t'aime, grande-mère, Louis. J'ai souri et rangé le téléphone. Demain était mon 74e anniversaire, et pour la première fois en des décennies, je le célébrerai comme je le souhaitais. Antoine avait mentionné une petite brasserie familiale où il chantait « Joyeux anniversaire » et servait un tiramisu maison. Hélène et Marc avaient promis de venir, une célébration petite, intime, avec des gens qui m'avaient choisi et que j'avais choisi en retour, non par devoir familial, mais parce qu'ils voulaient vraiment être là. En me préparant à dormir, j'ai regardé la photo de Pierre sur ma table de nuit. « Qu'en penses-tu, mon chéri ?» ai-je murmuré. « Est-ce que c'est correct d'être heureuse sans eux ?
La brise nocturne a fait bouger les rideaux, et pendant un instant, j'ai presque entendu sa voix me dire ce qu'il essayait de me dire depuis des années, que je méritais d'être aimée, pour qui j'étais, pas pour ce que je pouvais donner. Pour la première fois en des décennies, je me suis endormie sans m'inquiéter pour personne d'autre que moi, et je me suis réveillée en souriant. Mon 74e anniversaire s'est levé avec le genre de matin doré que seul Paris peut offrir. Une lumière douce, filtrée par les volets, l'arôme du café d'Antoine montant d'en bas, et le son lointain des cloches d'église marquant les heures, comme elles le faisaient depuis des siècles. Je me suis levée sans hâte. Une nouveauté après des décennies à me réveiller avec des listes mentales de problèmes à résoudre pour les autres. Aujourd'hui, mon seul programme était le déjeuner d'anniversaire avec mes amis. Antoine, Hélène, Marc et quelques autres du club de photographie, devenus ma petite famille choisie. En préparant du café dans ma petite cuisine, parfaitement mienne, j'ai remarqué une enveloppe glissée sous ma porte. Mon nom était écrit d'une écriture familière, l'écriture soignée de Louis, toujours plus réfléchie que sa sœur. La lettre était épaisse, plusieurs pages pliées dans une enveloppe qui avait voyagé depuis Bordeaux. Je me suis assise sur mon balcon, avec Paris s'étirant à mes pieds, et j'ai ouvert ce que je savais être une des décisions les plus importantes de ma nouvelle vie. Chère grand-mère Madeleine, je ne sais pas si je dois t'appeler grand-mère, Madeleine ou Maggie. Maman dit que tu n'es plus notre grand-mère, que tu as choisi des étrangers plutôt que la famille. Je pense qu'on t'a traité comme une étrangère bien avant que tu ne nous traites comme telle. J'ai beaucoup pensé à Paris, à ce jour au Trocadéro. Je me souviens exactement du moment où nous sommes partis. Maman a dit quelque chose sur pouvoir enfin se détendre, et papa a ri. Clara a pris un selfie juste après, souriant comme si elle avait gagné quelque chose. Moi, je n'ai rien dit. C'est la partie qui me hante le plus, que je n'ai rien dit. J'avais 16 ans et je pensais que c'était une excuse suffisante. Mais la vérité, c'est que je savais que c'était mal. Je savais qu'on n'abandonne pas sa grand-mère de 73 ans dans un pays étranger. Je savais que tu étais la raison pour laquelle nous pouvions nous permettre ce voyage. La raison pour laquelle nous pouvions nous permettre tant de choses. Mais il était plus facile de suivre le courant que de confronter maman et papa. Maintenant, nous vivons dans le sous-sol de tante Isabelle. Et papa a enfin dû trouver un vrai travail, à Leroy Merlin, à couper des clés et porter des sacs de ciment. Maman est en colère tout le temps, mais pas seulement contre toi. Elle est surtout en colère contre elle-même, même si elle ne l'admettra jamais. Je l'entends pleurer la nuit quand elle pense que personne n'écoute. Clara est en terminale et a dû changer d'école. Elle déteste sa nouvelle école. Elle déteste vivre chez tante Isabelle. Elle déteste que ses amis lui demandent pourquoi nous avons déménagé si soudainement. Mais ce qu'elle déteste le plus, je crois, c'est ce qu'elle commence à réaliser que ses parents ne sont pas les personnes parfaites qu'elle pensait. Hier, elle m'a demandé si nous avions vraiment abandonné notre grand-mère à Paris. Quand je lui ai dit oui, elle s'est enfermée dans sa chambre pendant des heures. J'ai lu sur la France, sur Paris en particulier. J'ai trouvé un livre à la bibliothèque sur les femmes qui ont reconstruit leur vie après la guerre, et ça m'a fait penser à toi. Comment, après la mort de grand-père, tu as travaillé toutes ces années pour nous soutenir. Comment tu ne t'es jamais plainte, ne nous as jamais fait sentir comme un fardeau, même si nous l'étions probablement. Maman dit que tu savais toujours que la maison était à ton nom, que tu as tout planifié. Elle dit que tu es vindicative et cruelle, mais je me souviens comment tu regardais ces cartes postales de Paris collées sur ton frigo. Je me souviens comment tes yeux s'illuminaient quand tu parlais de visiter un jour la fontaine Médicis. Tu n'as jamais été vindicative. Tu as été patiente pendant des décennies, et nous avons confondu ta patience avec de la faiblesse. Tante Isabelle dit que maman a toujours été égoïste, même petite. Elle dit que maman s'attendait à ce que tout tourne autour d'elle. Et quand ce n'était pas le cas, elle faisait des crises jusqu'à ce que ça le devienne. Elle dit que tu étais la seule personne à ne jamais dire non à maman, et que ça l'a plus gâtée qu'aidée. Je ne sais pas si tu as raison de ne plus vouloir nous parler. Une partie de moi pense que oui, mais une autre partie espère que, peut-être un jour, tu pourras me pardonner. Pas maman,
ni papa, ni même Clara. Ils devront gagner leur propre pardon. Mais moi, j'économise l'argent de mon job à temps partiel. Je veux te rendre visite à Paris quand je serai diplômée. Je veux voir comment tu vis maintenant, rencontrer les gens qui comptent pour toi. Je veux entendre les histoires sur Paris que tu ne nous as jamais laissé se raconter. Je veux te prendre en photo devant la fontaine Médicis, la photo que tu aurais dû avoir il y a des décennies. Je sais ce que je n'avais pas le droit de demander quoi que ce soit. Je sais ce que c'est probablement trop peu, trop tard. Mais au cas où ce ne serait pas le cas, je voulais que tu saches qu'il y a une personne dans cette famille qui comprend enfin ce que nous avons perdu en t'abandonnant. Et ce n'était pas une maison ou de l'argent, c'était toi, la personne qui nous a aimés inconditionnellement pendant des années et qui méritait un amour inconditionnel en retour. Si tu décides de répondre, ça me rendrait très heureux, sinon, je comprendrais. Mais quoi qu'il arrive, je veux que tu saches une chose. Nous ne t'avons pas abandonné parce que tu étais un fardeau. Nous t'avons abandonné parce que nous étions trop petits, trop égoïstes, trop aveugles pour voir le cadeau que tu étais. Maintenant, je vois, tardivement, mais je vois. Avec amour, respect et honte, Louis PS. J'ai inclus une photo que j'ai trouvée dans les vieilles affaires de maman. C'est toi et grand-père pendant votre lune de miel. J'ai pensé que tu voudrais la voir. Dans l'enveloppe, il y avait une photo en noir et blanc que je n'avais pas vue depuis des années. Pierre et moi aux chutes du Niagara, souriant comme si nous avions tout le temps du monde. J'avais 23 ans, lui 25. Nos vies entières s'étendaient de longtemps, relisant la lettre de Louis. Chaque mot était comme un petit pont jeté sur l'abîme creusé cet après-midi à Paris. Ce n'était pas assez pour réparer tout le mal. Des décennies à être prises pour acquises ne s'effaçaient pas avec une lettre. Mais c'était un début. Plus important encore, c'était sincère. Ce n'était pas Sophie essayant de me manipuler pour revenir, ni Julien justifiant ses actions. C'était un jeune de 16 ans prenant la responsabilité de ses choix et essayant de comprendre comment réparer ce qui était brisé. Mon téléphone a sonné. Antoine. Joyeux anniversaire, Madeleine. Prête pour votre grand jour? Antoine, ai-je dit lentement. Puis-je vous poser une question? Bien sûr. Si quelqu'un vous blessait profondément, mais s'excusait sincèrement, pas parce qu'il veut quelque chose, mais parce qu'il comprend vraiment ce qu'il a fait de mal, lui donneriez-vous une autre chance? Il y a eu une pause. C'est à propos de la lettre arrivée ce matin. Comment saviez-vous pour la lettre? Je connais ce regard. Caramia. C'est le regard de quelqu'un qui choisit entre le passé et le présent. Bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle? Compliqué. Ah, les meilleurs le sont toujours. Voulez-vous en parler pendant le déjeuner? Oui, j'aimerais ça. Ce midi-là, dans la petite brasserie qu'Antoine avait choisie, mes amis ont chanté « Joyeux anniversaire » et m'ont apporté un tiramisu avec une bougie. Hélène m'a offert un foulard en soie acheté au marché. Marc m'a donné un recueil de poésie française. Antoine m'a offert une petite plante de basilic pour mon balcon. Pour que vous ayez toujours un peu de France, où que vous alliez, a-t-il dit avec un sourire. Quand je leur ai parlé de la lettre de Louis, tous ont écouté avec l'attention que seuls les vrais amis peuvent offrir. Ce garçon a du courage, a dit Hélène finalement. Admettre ses erreurs quand on est jeune, c'est difficile. Les adultes dans sa vie n'ont pas été de bons exemples. Mais lui, croyez-vous? A demandé Marc. Croyez-vous qu'il a vraiment changé? Je crois qu'il essaye de changer, ai-je dit, et je crois que c'est tout ce qu'on peut demander à quelqu'un. Et que vas-tu faire? A demandé Antoine. J'ai regardé autour de la table ces gens devenus ma famille choisie. Il y a 3 mois, je ne connaissais aucun d'eux. Maintenant, ils étaient ceux qui fêtaient mes anniversaires, qui se souciaient de mon bonheur, qui offraient des conseils honnêtes sans arrière-pensée. Je vais répondre, ai-je dit enfin, mais avec des conditions. Ce soir-là, je me suis assise à mon petit bureau avec du papier à lettres, acheté dans une boutique près du Panthéon. La lettre à Louis m'a pris 2 heures à écrire. Chaque mot pesait soigneusement. Cher Louis, ta lettre est arrivée le jour de mon 74e anniversaire.
et je ne peux imaginer un cadeau plus précieux que l'honnêteté que tu m'as partagée. Il faut du courage pour admettre ses erreurs, surtout quand on est jeune, et surtout quand cela signifie remettre en question les personnes que l'on est censé respecter sans condition. Tu as raison. Je ne vous ai pas abandonné parce que vous étiez un fardeau. Je vous ai abandonné parce que j'ai enfin compris que j'avais vécu ma vie comme un personnage secondaire dans les histoires des autres. Pendant des décennies, je me suis définie par ce que je pouvais donner, pas par qui j'étais. Ta famille, ma famille, m'a appris à faire cela, et je l'ai permis. Ce qui s'est passé à Paris n'était pas seulement une question d'être abandonnée dans une rue. C'était des années à être invisible, à être réduite à mon rôle de pourvoyeuse et de résolveuse de problèmes. C'était entendre des chuchotements sur la manière dont je gâchais les photos parfaites, être tolérée plutôt qu'accueillie lors d'événements familiaux que je finançais moi-même. Mais ta lettre me montre quelque chose que je ne m'attendais pas à voir. Que peut-être tout n'est pas perdu avec la prochaine génération, qu'il y a encore de l'espoir. Voici mes conditions, Louise, car le pardon sans limite n'est pas du pardon. C'est permettre que l'abus continue. Premièrement, si tu veux me rendre visite à Paris après ton diplôme, tu es le bienvenu, mais tu devras payer ton voyage toi-même. Non pas que je ne puisse pas t'aider, mais parce que tu dois comprendre que les relations ne sont pas des transactions. Deuxièmement, je ne serai plus le secret de personne. Si tes parents désapprouvent que tu restes en contact avec moi, tu devras décider ce qui est le plus important pour toi. Je ne me cacherai pas et je ne m'excuserai pas d'exister. Troisièmement, je ne retournerai pas à Bordeaux. Je ne sauverai pas ta famille des conséquences de leurs actions. Paris est ma maison maintenant, et la vie que j'ai construite un jour une vraie relation avec moi, pas comme ta grand-mère banque, mais comme une personne avec ses propres rêves et sa valeur, tu devras rencontrer la personne que je suis devenue. Pas seulement te souvenir de celle que j'étais. J'ai des amis ici, Louis, de vrais amis qui m'ont choisi parce qu'ils apprécient ma compagnie, pas parce qu'ils ont besoin de quelque chose de moi. J'ai une vie qui me rend heureuse. J'ai des photos sur mes murs que j'ai prises, de lieux que j'ai visités parce que je voulais les voir. Pour la première fois en des décennies, je suis la protagoniste de ma propre histoire. Si tu peux respecter cela, si tu peux voir la Madeleine que je suis maintenant, pas seulement la grand-mère dont tu te souviens, alors oui, nous pouvons essayer de reconstruire quelque chose. Ce ne sera pas ce que nous avions avant, car ce que nous avions était brisé. Mais ça pourrait être quelque chose de meilleur. En pièce jointe, une photo de moi devant la fontaine Médicis. Elle a été prise par un cher ami, Antoine, le premier jour de ma vraie liberté. Regarde mes yeux. Louis, vois-tu la différence? C'est la différence entre exister pour les autres et vivre pour soi-même. Je serai là quand tu seras prêt à rencontrer cette version de moi, mais seulement si tu l'es vraiment. Avec une affection prudente, mais sincère. Madeleine, ta grand-mère, mais aussi bien plus que cela. J'ai relu la lettre et l'ai posée sur ma table de nuit. Je la porterai au bureau de poste demain, avec la photo qu'Antoine avait prise ce matin-là. Moi devant la fontaine Médicis, souriante, pas comme la grand-mère sacrifiée d'autrefois, mais comme la femme entière que j'avais redécouverte. Mon téléphone a vibré avec un message d'un numéro inconnu. Maman dit que tu es folle et que tu as ruiné nos vies. Je voulais juste que tu saches que tout le monde ne pense pas ça. Clara, c'était bref, presque brusque, typique de ma petite fille de 18 ans. Mais c'était un début, une autre petite fissure dans le mur de silence que Sophie avait essayé de construire autour de moi. Je me suis levée et suis sortie sur mon balcon, regardant Paris la nuit. Quelque part en bas, des touristes faisaient des vœux à la fontaine Médicis. À Bordeaux, mon ancienne famille apprenait à vivre avec les conséquences de ses actions. Et ici, dans mon petit appartement qui sentait le basilic et le café, j'écrivais le prochain chapitre d'une histoire qui était enfin la mienne. Je ne savais pas comment cette histoire se terminerait. Peut-être que Louis viendrait me rendre visite, et nous construirions quelque chose de nouveau et de beau. Peut-être que Clara apprendrait à valoriser les relations au-delà des apparences. Ou peut-être pas. Peut-être que je vivrais le reste de ma vie sans eux, entourée d'amis choisis et d'aventures autoproclamées. Mais pour la première fois en 74 ans, la fin de l'histoire dépendait entièrement de moi, et cela, plus que toute réconciliation familiale,
était la victoire la plus douce de toutes. Je suis restée sur le balcon jusqu'à ce que les lumières de Paris s'atténuent et que la ville s'installe pour dormir. Demain, il y aurait d'autres cours de français, d'autres photos à prendre, d'autres moments de liberté à savourer. Et peut-être, un jour, une lettre de retour de Bordeaux. Une lettre qui m'aiderait à décider si l'amour familial pouvait être réhabilité ou si certaines blessures étaient trop profondes pour guérir complètement. Mais cette décision serait pour demain. Ce soir, je me suis endormie comme je l'avais fait chaque nuit depuis 3 mois. Comme une femme libre, dans un lit que j'avais choisi, dans une ville qui m'avait choisi. En retour, souriant avec la profonde satisfaction de quelqu'un qui avait enfin appris la différence entre être nécessaire et être valorisé. Et dans mes rêves, je marchais dans des rues pavées qui ne menaient pas au passé, mais à un avenir qui était entièrement, indéniablement, le mien.